Bonjour. Aujourd'hui, je vais effectivement vous raconter une histoire. Une histoire assez incroyable. Et en partie parce que c'est notre histoire, comme François vient de le dire. L'histoire de l'informatique n'est pas née il y a 80 ans avec les premières machines. Quand on regarde de près, les concepts, les théories, les lois remontent à plusieurs milliers d'années. Et bon, beaucoup de gens dans cette conférence parlent du futur. Moi, j'ai un plaisir particulier à vous parler un peu du passé, notre passé. Et donc, je me suis dit comment je vais faire. Et l'idée m'est venue d'évoquer 18 personnages, 18 géants, comme disait Newton, des géants de la pensée. D'ailleurs, vous aurez peut-être vu sur le petit dépliant, ils sont cités. 18 géants qui s'étalent sur 2000 ans et qui, d'une certaine manière, sont notre histoire. Et puis, je me suis dit, comment je vais faire tenir tout ça ensemble ? Et je me suis dit, il faut une métaphore. Et donc, j'ai choisi la métaphore du fleuve. Alors, honnêtement, je ne savais pas, au moment où j'ai décidé là, à quel point c'était actuel. Donc, mon fleuve ne va pas déborder parce qu'on le maîtrise quand même pas mal. La métaphore du fleuve, parce que, vous allez voir, elle relie les personnages entre eux. Et puis il y a aussi ce mouvement dans lequel on est, nous, inscrits depuis nos ancêtres. Et donc, je vais évoquer différentes personnes. On va rentrer dans le vif du sujet, puisque le temps est quand même relativement court. En fait, dans l'Antiquité, il y avait deux disciplines. Deux disciplines séparées que j'évoque avec les deux, le fleuve et l'affluent. Et bien sûr, on va leur donner un nom tout de suite. Les mathématiques et la logique. Ce sont deux mondes qui, à l'époque, étaient extrêmement séparés, complètement distincts, qui avaient des histoires différentes. Je vais les évoquer l'une et puis l'autre. C'est simplement aujourd'hui qu'on a l'impression que tout se mélange. Et finalement, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un rêve d'un certain monsieur Leibniz qui va venir au milieu de la présentation. Et lui, il s'était dit, mais au fond, s'il y a de la rigueur dans les deux, pourquoi ne pas fusionner ? Et donc, j'y viendrai tout de suite. Alors, dans les 18 personnages, le premier, ce sera qui ? Quand on parle fleuve, à qui on pense directement ? C'est monsieur Héraclite. Héraclite, qui, comme vous savez, a dit qu'on ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve. Donc, il a droit à... Et finalement, c'est notre ancêtre à tous. Qu'est-ce qu'il nous dit, Héraclite ? Il nous dit, le changement, non seulement il est possible, il est inévitable. On ne peut pas ne pas changer. Et je crois que l'histoire de l'informatique, c'est un peu l'histoire des gens qui savent qu'il faut toujours évoluer, inventer et qui ont envie d'accompagner le changement en écoutant Héraclite. Donc ce sera le premier que j'évoquerai. Je retourne du côté des maths. Et donc, alors évidemment, je dois toujours me positionner là où l'histoire ne se passe pas. Donc, les mathématiques sont bien anciennes. D'ailleurs, on ne sait pas quand elles ont... On ne connaît pas l'origine des mathématiques. Les Babyloniens avaient déjà des systèmes de numérotation. Et on ne sait pas très bien. Mais peut-être que ceux qui ont vraiment profité de cette science, ce sont les premiers, les Égyptiens. Et les Égyptiens qui faisaient des choses extraordinaires. Non seulement ils construisaient des pyramides, ils savaient même calculer la circonférence terrestre. Par un petit jeu avec des piquets bien mis, l'ombre... En fait, l'angle au centre de la Terre est égal à l'angle en haut du piquet. Et donc, avec une règle de 3, connaissant la distance sur la Terre, ils avaient déjà approché la circonférence terrestre de très près. Ils étaient à 42 000 km, ce qui est inouï à l'époque, vous vous rendez compte ? Aucune machine, c'est assez extraordinaire. Et c'est aussi extraordinaire de se souvenir qu'au Moyen-Âge, la Terre est redevenue plate. Mais ça, c'est une autre histoire que je ne vais pas évoquer ici. Bon. Alors les maths, on ne sait pas où elles ont commencé. Et donc, il y a des traces de numérotation dans différentes civilisations. Par contre, l'autre, bien sûr, avant de passer à l'autre, bien sûr, j'ai oublié, comment ai-je pu oublier Platon, bien sûr, qui, en fait, héritait des Égyptiens cette espèce de fascination pour les objets mathématiques. Il en a fait l'archétype de la pensée. Toute sa théorie est basée... Bon, il avait écrit sur son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Il ne faut pas demander, comme il était fan des géomètres, il a fait des tas de choses. C'était un très très grand mathématicien. Et par exemple, il a démontré beaucoup de choses. Il a par exemple démontré que seuls 5 polyèdres
étaient réguliers. Donc la pyramide, le cube et les trois à droite, seuls 5 objets des polyèdres ont toutes les faces égales. D'ailleurs, vous aurez une preuve que Platon a raison dans l'Euro-championnat de football, puisqu'un ballon de football est construit, regardez de près, d'hexagones et de pentagones. Bon. Donc Platon reste d'actualité. De l'autre côté, la logique. Et la logique, contrairement aux mathématiques, a une date de naissance. C'est Aristote. Aristote, à la fois l'élève, l'héritier, mais aussi le contradicteur de Platon, avec lequel il était en désaccord assez fondamental. Aristote, en fait, il a imaginé une toute autre discipline, où il n'y a pas de chiffres. En logique, il n'y a pas de chiffres. Il était un peu énervé, Aristote, parce que, par exemple, il y avait un certain Zénon qui racontait qu'Achille ne pouvait pas rattraper la tortue. Dès le moment où Achille donnait un peu d'avance à la tortue, il ne pouvait pas rattraper la tortue, parce que s'il faisait la moitié de la distance, la tortue avançait un peu, et puis s'il rattrapait, il y avait toujours la moitié, etc. Et c'est Leibniz, de nouveau Leibniz, dont on parlera tout à l'heure, qui, grâce à son invention du calcul infinitésimal, a montré qu'on pouvait résoudre le paradoxe. Et donc, Aristote est fasciné par la logique, et bon, on le connaît tous par le syllogisme. Le syllogisme qui est, je dirais, un petit peu à la pensée ce que le feu est à l'humanité, quelque chose d'incroyable. C'est la première fois que quelqu'un a voulu modéliser l'acte de penser. Et donc, Socrate est un homme, les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Ça paraît rien, mais c'est incroyable, parce que c'est le début de la modélisation de la pensée. Et donc, il faudra encore un petit peu d'eau sous les ponts, mais bon, on est bien parti. On va retourner du côté des mathématiques, et donc, on va là-bas, avec quelques inventions. Quelques inventions, et bien sûr, l'histoire des maths, c'est aussi une succession d'inventions. Les Romains, ils ont fait déjà des tas de choses incroyables. Notamment, ils ont inventé les chiffres romains. Et puis, commence à se passer un phénomène qui est le fondement de la créativité. La créativité, c'est très souvent, en fait, mettre ensemble deux choses existantes, mais d'une manière qui n'existait pas. Et c'est ce que le philosophe autrichien Köstler appelle la dissociation. Donc, il y avait des planches, il y avait des voiles. Un jour, quelqu'un a fait une planche à voile. Il y avait des valises, il y avait des roulettes. Un jour, quelqu'un a fait une valise à roulettes. Donc, le fait de mettre ensemble pour la première fois, c'est ce qu'on appelle une dissociation. Et j'aime bien l'angle de la dissociation parce qu'on voit bien dans l'histoire des mathématiques, c'est ce qui se passe. Le premier à faire le coup, c'est Al-Khwarizmi. Vous voyez, regardez-le bien, il va sortir de là. En fait, vers l'an 800-900, il se passe quelque chose de très important dans l'histoire des mathématiques. C'est l'arrivée des chiffres arabes, des mathématiques arabes. Al-Khwarizmi, qui a donné son nom à algorithme, algèbre et al je ne sais pas quoi. Et il a, entre autres, et vous le voyez, apporté le chiffre 0. Les Romains n'avaient pas le 0. Et donc, faites juste le test d'additionner deux nombres sans 0, c'est extrêmement difficile. On se demande comment ils faisaient. Je ne sais pas. En tout cas, Khwarizmi a amené le 0, et ça a été vraiment une révolution. Ça a fait peur. Il y a eu des mathématiciens qui étaient pourchassés parce que la puissance du chiffre 0 faisait peur. Vous imaginez? Donc ça, c'est la première grande dissociation de l'histoire des maths. La deuxième, c'est un que vous connaissez bien, Descartes. Descartes qui vient avec sa planche à voile. Et donc, là, c'est beaucoup plus fort qu'Al-Khwarizmi. Il s'est dit, moi, au fond, je vais dissocier l'algèbre et la géométrie. L'algèbre qui vient des Arabes, je viens de le dire, la géométrie qui venait des Égyptiens et des Grecs, et il a inventé quelque chose qui s'appelle la géométrie analytique, qui a été évidemment une révolution. Et d'ailleurs, vous allez voir apparaître le X et le Y, qui sont emblématiques, puisqu'on appelle ça les axes cartésiens. Troisième dissociation, celui dont j'ai parlé en commençant, Leibniz. Alors là, ça c'est la grande ambition, vous allez le voir ici. Lui, il s'est dit, moi je veux rassembler la logique et les mathématiques. Il n'y a pas de raison, dit-il, il n'y a pas de raison que deux disciplines aussi rigoureuses, qui utilisent des symboles, qui traitent en gros de la pensée, il n'y a pas de raison qu'on ne fusionne pas. Eh bien, bon, c'est ce qu'on appelle le rêve de Leibniz, et donc vous allez voir arriver son petit nuage. Et ce rêve de Leibniz est très important parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a abandonné, donc il a quand même traversé plusieurs siècles. À partir de ce moment-là, je dirais, ça a commencé à s'agiter, surtout du côté des maths. Et un certain nombre, je ne les ai pas tous mis,
j'en ai mis quelques géants, quoi. Donc, et si ma mémoire est bonne, c'est Pascal qui devrait arriver maintenant. Et voilà Pascal. Blaise Pascal, mort à 39 ans. Un personnage incroyable, incroyable. Comment peut-on faire autant de choses dans une vie aussi courte? Et alors j'ai mis en hommage son triangle, qui sert d'ailleurs, c'est les coefficients du binôme de Newton. Tous ces gens se connaissaient. Newton, qui était le grand rival de Leibniz, ils revendiquent tous deux l'invention du calcul infinitésimal, etc. Et Pascal, il a fait des tas de choses. Il a fait des expériences au Puy-de-Dôme pour montrer que, bon, la pression atmosphérique pouvait varier en fonction de l'altitude. Ça nous concerne un peu moins, mais ce qui nous concerne vraiment, nous, informaticus, à propos de Pascal, c'est la probabilité. La probabilité. Donc j'ai mis le roseau pensant. La probabilité, parce qu'en fait, ça paraît facile, mais le hasard était considéré comme inacceptable, comme inexistant. Et ça date de la 4e cause d'Aristote. Aristote avait un modèle à 4 causes. La 4e cause, c'est la cause finale, qui dit qu'en fait, il y a toujours une raison aux choses, et donc le hasard n'existe pas. Et donc, il a fallu Pascal pour dire, mais si peut-être le hasard existe. Et si il existe, tant qu'à faire, si on le calculait. Et donc, on peut dire que c'est Pascal qui a ouvert une nouvelle discipline ou une sous-discipline qui est le calcul des probabilités. Et bien sûr, l'Homo informaticus l'utilise beaucoup, et on le verra tout à l'heure. Donc si vous observez bien, le roseau de droite est construit comme un arbre de décision. C'est en fonction des probabilités que ça va à gauche et à droite et tout. 40 ans plus tard, un autre géant, mais beaucoup moins connu, peut-être le moins connu des 18, à tort, Thomas Bayes, qui doit arriver sur son bateau, le voilà. Thomas Bayes, dont en fait on sait peu de choses, parce qu'on n'a pas voulu le savoir, mais il revient à la mode. Il revient à la mode pour une raison bien précise, à cause d'Internet. De manière schématique, on peut dire que Pascal envisageait les probabilités d'une certaine manière de la cause à l'effet. Donc, en fonction d'une cause, quelle est la probabilité de l'effet? Je jette un dé, quelle est la probabilité que je vais avoir un 6? Et bien, il s'est dit, mais au fond, non, c'est l'inverse qui est utile. En fonction d'un effet donné, quelle est la probabilité de la cause? Et tous les algorithmes aujourd'hui de recherche et de recommandation sur Internet utilisent, et je crois l'avoir mis ici, la formule de Bayes qui apparaît sur le côté, sur la rive. Non, je n'ai pas poussé assez fort. La voilà. Et donc, cette formule, qui est assez simple à démontrer, elle est incroyablement puissante. Parce que, même sur Internet, vous pouvez dire, mais au fond, si je fais de la pub sur mon site, quelle est la probabilité que le consommateur achète? Et Bayes, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, il faut inverser. Si le consommateur achète, quelle est la probabilité que c'est parce qu'il a vu mon site? Et les algorithmes de recommandation fonctionnent comme ça. Et donc, cette formule, il n'y a que 3 formules au total. Elles sont élégantes, elles sont belles, elles sont simples, elles sont d'une puissance incroyable, mais elles sont bien sûr tout à fait du côté des mathématiques. On continue. Et qui voit-on arriver? Galilée. Alors Galilée, pourquoi il est là? C'est vrai, il y a tellement de choses. Quand j'ai dû choisir 18, j'ai eu du mal. Mais Galilée s'imposait. Il a par exemple écrit « L'univers est écrit dans un langage mathématique ». Qu'il ait raison, qu'il ait tort, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quand même très très fort, parce qu'il y a l'éternelle question, est-ce que les mathématiques ont été inventées ou est-ce qu'elles ont été découvertes? Est-ce que le nombre 24 existait avant l'homme? On pourrait demander demain à Riri. Ou bien est-ce que le nombre 24 est une construction de l'homme pour, par exemple, regarder 24 briques qu'il a en face de lui? Et on n'a pas de raison de trancher. Mais ces géants, ils nous aident à penser. Même si tout ça s'est dépassé, ça nous aide à penser. Galilée, c'est un révolutionnaire, à plus d'un titre. Par exemple, c'est le premier grand savant à avoir écrit en italien, qui est un mouvement vers le monde. Avant, on écrivait en latin. Et Galilée, il a aussi fait une rupture assez incroyable, c'est celle des instruments. Je ne sais pas pourquoi, mais les Grecs séparaient très très fort les penseurs des techniciens. Donc, épistémé, la science, techné, les outils, les artisans. Et jusqu'à Galilée, c'était très fort séparé. Galilée dit non, moi je vais commencer à
utiliser des instruments. Et par exemple, il a reçu une lunette. C'est un peu comme Vézal, hein, le Belge Vézal, qui a fait des progrès à la médecine, parce qu'il a pris lui-même le bistouri en main plutôt que de sous-traiter à distance à quelqu'un d'autre. Et donc, il a été récompensé, parce que, par exemple, c'est avec cette jumelle, ou qu'est-ce qu'il a vu? Il a découvert les satellites de Jupiter, entre autres. Il a découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et en voyant les satellites de Jupiter, il a observé des phases. Et il a confirmé l'intuition de Bruno et de Copernic, d'avoir le Soleil, etc. Donc Galilée, il avait sa place, même si c'est un peu éloigné, tellement il aimait les mathématiques. On continue, on est à peu près à mi-chemin. Et donc, je regarde mon timer, je suis dans les temps. Euler, encore un géant. Peut-être vous avez souvenir de lui, mais il a fait des tas de choses extraordinaires. Des tas de choses extraordinaires. Il y a des choses qui sont arrivées un peu par hasard. Par exemple, il habitait Königsberg, vous avez la pancarte, et Königsberg, c'est une ville où il y a 2 îles. Et 7 ponts. Eh bien, vous saviez quoi? C'est parce qu'à 7 ponts sur ces 2 îles qu'il a commencé à penser à la topologie. Vous voyez, petite cause, grands effets. Il y aurait 8 ponts, peut-être qu'il n'aurait pas fait la topologie. Bon. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait se balader dans sa ville en passant sur les 7 ponts une seule fois. Donc, premier essai, raté. Bon. Deuxième essai, raté. Bon. Et puis il s'est dit, tant qu'à faire, je vais faire une théorie, ça m'évitera de me fatiguer. Et donc, il a fait la toute première théorie de la topologie. Donc, en fait, ce n'est pas encore les réseaux, mais c'est déjà l'idée du maillage et les... Bon, alors Euler, il a inventé plein de trucs, hein, il a des formules, c'est à peine croyable qu'un homme ait pu faire autant de choses aussi. Et il a, par exemple, été le premier à dessiner le syllogisme. Je ne sais pas si vous voyez les cercles d'Euler. Bon, ça a été rebaptisé diagramme de Venn, je ne sais pas par qui, je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas là, mais bon, c'est quand même lui qui a inventé ça, il dessinait le syllogisme. Donc même s'il est du côté des mathématiques, il aimait quand même vachement bien la logique. Et donc, j'en aurai besoin tout à l'heure, enfin dans pas si longtemps quand je vais parler de Boole. Mais avant de parler de Boole, eh bien là aussi, hasard de la vie, voilà que Euler habite. Königsberg, c'est sur la Baltique, aujourd'hui ça s'appelle Kaliningrad. Bon, quand on en parle dans les journaux, c'est parce que les Russes et les Finlandais se disputent. Bon, mais c'est donc une petite ville. Bon, Euler est né là. Et un autre, dans la même ville, vous imaginez, Kant. C'est incroyable, comme cette ville un peu bizarre. 2 géants, qui étaient à peu près à la même époque. Et Kant, alors là, est-ce qu'il est mathématicien? C'est un peu juste. Mais en tout cas, il a pensé aux mathématiques. Il a pensé, mais vraiment de manière extrêmement théorique. Par exemple, dans un de ses textes, il demande, mais au fond, 7 plus 5 égale 12. Est-ce que j'apporte quelque chose? Est-ce que le 12, c'est plus que le 7 plus 5? Ou bien est-ce que le 12 est contenu dans le 7 plus 5? Autrement dit, est-ce que c'est un jugement synthétique ou un jugement analytique? Peut-être direz-vous que les philosophes ne devraient pas trop s'occuper des mathématiques, mais il en a quand même parlé un petit peu, et voilà. Mais, bon, peut-être que le gros impact qu'il a eu, ce monsieur Kant, c'est de se rendre compte et de convaincre le monde entier, alors que lui n'a pas quitté son petit village, sa petite ville, de convaincre les gens qu'au fond, c'est l'homme qui est au centre du monde. Bon, il a écrit 3000 pages, mais pour faire Kant en raccourci, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que tu es. Bon, alors, il disait lui-même, il ne se prenait quand même pas pour le dernier, il disait qu'il était le Copernic de la pensée. Il a inversé le binôme objet-sujet. Il a dit, on construit la manière dont on voit le monde. Et donc, il est très important, même dans l'histoire de l'Homo informaticus, et vous allez le voir, parce qu'il a ouvert des gigantesques pans de réflexion, la psychologie, la sociologie, la créativité, etc. Pas possible sans Kant. Donc, voilà. Mais comme je vous l'avais dit, on arrive maintenant à Boole. Et Boole, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est là, le voilà. Un géant. Un géant qui a voulu dissocier, et je reviens toujours avec ma dissociation, l'algèbre et la logique. Il a voulu écrire des équations du syllogisme. Et donc, il s'est inspiré de la théorie des ensembles que Euler avait déjà plus ou moins développée avec les diagrammes de Venn, et il a commencé à réfléchir, et puis il a pris une hypothèse. En logique, il y a en gros
le OU et le ET. Si vous prenez des ensembles, il y a le ET ou le OU. Et puis il s'est dit, mais qu'est-ce que ça va donner si je fais multiplier à la place du ET et l'addition à la place du OU? Il a un petit peu mouliné tout ça, il est arrivé à une équation incroyable. X carré égale X. Et c'est une équation qui a deux solutions, 1 et 0. Et il dit lui-même que cette équation a bouleversé sa vie. Et je dirais c'est comme c'est l'équation de Bayes, c'est fabuleux, ces équations bouleversantes et aussi simples à la fois. Mais ce qu'il faut dire de Boole, c'est qu'il est toujours dans le rêve de Leibniz, dans le rêve, dans la logique d'Aristote. Il a modélisé, il a mis en équation les syllogismes d'Aristote. Il lui a trouvé deux fautes à Aristote. Vous imaginez, 2000 ans après, Aristote s'est trompé. Bon. Et Boole avait raison, Aristote s'est trompé. Mais en montrant des fautes dans Aristote, il a renforcé le statut, c'est comme dans tous les changements de paradigme, il a renforcé le paradigme d'Aristote. Et donc, il est arrivé à un échec, il va malheureusement se cogner au pont, il ne passe pas. Il ne passe pas. Et on sent bien que la théorie, la logique d'Aristote, et Boole l'a bien montré, même en l'algébrisant, on arrive à une impasse. Et ça, c'est le moment critique. C'est à la fois la mi-temps de mon exposé, c'est la mi-temps du schéma, c'est la mi-temps de l'histoire de l'Homo informaticus. Il y en a un qui a réussi à passer sous le pont. Et vous connaissez peut-être son nom. Gödel. Il a passé sous le pont, mais ça n'a pas été une tellement bonne idée pour lui. Parce qu'il s'est noyé dans son propre théorème, le théorème d'incomplétude. Boole, c'est encore un bienheureux, il est resté avec ses petites équations simplistes. Gödel, il a voulu aller plus loin et il s'est en fait noyé. Il s'est noyé dans un théorème bouleversant, 1935-1936, qu'on appelle le théorème d'incomplétude. Bon, je vais vous la faire courte. Qu'est-ce qu'il dit Gödel? Qu'en fait, ce qui est vrai et ce qui est démontrable, ce n'est pas la même chose. On peut avoir des choses vraies qui ne sont pas démontrables. Alors, de nouveau, vous dites, bon, ben voilà, on pourra vivre avec ça, mais à l'époque, c'était quand même pas simple. C'était quand même pas simple. Je vous parlais de Kant il y a 2 minutes. En fait, en ouvrant la psychologie, ou en tout cas la possibilité de la psychologie, il a ouvert 2 affluents, là, vous voyez, à gauche et à droite, qui sont les 2 grands paradigmes de la psychologie au siècle passé. À droite, et je vais bouger puisque ça se passe à droite, qu'est-ce qu'on voit? Le behaviorisme. En gros, la première moitié du siècle passé, le paradigme dominant en psychologie, c'était le behaviorisme, c'est-à-dire une approche qui consiste à dire, ben voilà, je peux comprendre l'être humain en examinant les réactions qu'il apporte à des stimulus. Bon, bien sûr, je fais de nouveau assez court. À partir de 1950 environ, est apparu de l'autre côté, et je rebouge un petit peu, le cognitivisme, qui est le 2e paradigme de la psychologie au siècle passé. Et bien sûr, il y a de la métaphore informatique dans l'air. 1950, c'est bon, les premiers ordinateurs. On sent bien que, et évidemment, on redécouvre un peu Platon en disant, bon, peut-être que si on ouvrait le crâne, on comprendrait mieux. Et ces 2 approches très différentes en psychologie, qui a priori sont bien éloignées de l'Homo informaticus, vont avoir un impact assez incroyable. Mais pas tout de suite. On va encore évoquer quelques personnages. Bertrand Russell. Ah, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que c'est mon idole. C'est mon idole. À 18 ans, il a écrit « La logique d'Aristote est fausse de A à Z, et le petit peu qui n'est pas faux sert à rien. » Signé Bertrand Russell. Bon, respect. En plus, il avait raison. Et Bertrand Russell est un personnage fabuleux. D'abord, il a vécu presque 100 ans. Quand il est né, Londres n'avait pas l'électricité. Quand il est mort, l'homme avait marché sur la Lune. Vous imaginez le parcours. C'est quelqu'un qui écrivait bien, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de philosophes. Il a même eu le prix Nobel de littérature. Et il était fasciné aussi par l'esprit humain. C'est plus un mathématicien qu'un logicien. Et encore, non. Il est à mi-chemin entre les deux. Il se posait la question. Rien que définir un nombre. Qu'est-ce qu'un nombre? Ça paraît idiot. Il a fallu Frege pour trouver une réponse un petit peu structurée. Et Russell, qui a écrit ses Principia Mathematica, pendant 10 ans, il est un peu déçu lui-même de ses résultats. Il avait un sens de l'humour assez incroyable.
Par exemple, un jour, quelqu'un lui demandait, mais dites, est-ce que vous pouvez me définir le nombre 2 ? Et il a répondu, 2, c'est ce qu'il y a de commun entre un couple de faisans et une paire de claques. Bon. Et en fait, c'est fondamental. Hein. Donc, peut-être, voilà, Bertrand Russell, un géant. D'ailleurs, il a inventé une nouvelle manière d'écrire la logique avec des A to X, il existe Y, etc. Et bon, un homme courageux qui a d'ailleurs fondé le tribunal Russell des crimes contre les crimes au Vietnam, qui est un peu l'ancêtre du tribunal de La Haye d'une certaine manière. Donc, un philosophe impliqué, bon, un géant qui avait vraiment sa place. Bien sûr, les géants, ils n'ont pas toujours raison sur tout. Et puis, le suivant, c'est Wittgenstein. Wittgenstein, qui, voilà, je suis un peu dans le chemin, qui est exactement comme Aristote a été pour Platon, disciple, opposant, contradicteur, et voilà, ils étaient à Cambridge, mais ils se sont bien séparés, et Wittgenstein a tout posé surtout la question du langage. Comment est-ce que en résumé, pour Wittgenstein, tous les problèmes de la philosophie viennent du langage qu'on utilise. Donc ils se sont séparés, et oups, Cambridge est parti. À ce moment-là, les choses s'accélèrent. Bien sûr, il y a de l'eau dans tous les sens, il y a le tourbillon, il y a un petit peu toute une série de choses. Bon, ça s'accélère, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit du côté de la logique, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Rappelez-vous le behaviorisme. Donc, cette approche qui consiste à essayer de comprendre l'être humain en comparant des réactions à des stimulus donnés. Et petit à petit, ça a donné à un certain monsieur Wiener, Norbert Wiener, l'idée de la cybernétique. La robotique d'aujourd'hui, ça vient de Wiener. Wiener, en 1948, le mot cybernétique a été proposé. Et le mot cybernétique a une origine grecque, une fois de plus. Ça vient de kubernao, piloter. C'est assez rigolo parce que cybernétique et gouvernement ont la même étymologie. Je dis que c'est assez rigolo. Donc, surtout quand on lit dans le journal un cybergouvernement, vous imaginez, c'est un cyber, etc. Bon. Et donc Wiener, en fait, il se posait des questions. On dit par exemple, si j'ai un robot qui renverse de l'eau d'une bouteille, bon, si je fais pas mécanique sophistiquée, mon bras va se lever, puisque ce qui est dans la bouteille est de moins en moins lourd, donc le bras va se lever. Et donc il est arrivé avec l'idée de la boucle de rétroaction, il est arrivé avec la théorie du feedback. Son livre monumental, cybernétique, c'est la théorie du contrôle et du pilotage. Et donc, je lui ai mis sur sa boîte noire un petit régulateur de watts qui est probablement l'ancêtre de la régulation, puisque quand les masses flottes tournent trop vite, la soupape se lève, la pression diminue, et vous connaissez l'histoire. Et donc, du côté gauche, en tout cas de ma gauche là, Wiener, c'est un peu l'ancêtre d'une approche robotique, l'approche peut-être de l'homme artificiel, d'une certaine manière. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, mais c'est quand même Wiener le fondateur, absolument. Son livre est très important, il le dédie à Leibniz, c'est aussi un pilier, celui-là, Leibniz. Et Wiener a aussi écrit des livres sur la politique, etc. Donc c'était un émigré qui a vécu la guerre froide, enfin bon, c'était incroyable. À l'autre extrémité, et je rebouge, donc, on voit une forme de symétrie. Alan Turing. D'où vient Alan Turing ? Eh bien, Alan Turing, c'est de nouveau une dissociation, parce qu'en permanence, je bissocie. Et cette fois-ci, je bissocie l'idée de l'informatique au sens très très large, puisque le mot n'existait pas encore, avec cette fois-ci le cognitivisme, qui est la branche de gauche, platonicienne. Et donc, on arrive à l'idée de la machine virtuelle de Turing avec les 1 et 0 qui doivent normalement apparaître, les voilà. Bien sûr, avec Imitation Game, Turing est revenu vraiment à l'actualité, surtout avec sa fin tragique. Mais Turing, en fait, c'est le rêve de l'intelligence artificielle qui commence à se dessiner par opposition à Wiener, qui est le rêve de l'homme artificiel. Et donc, on voit bien qu'il y a là, des deux côtés, des choses assez fondamentales qui se passent et qui interagissent. Alors, il y a tellement de choses à raconter. J'en ai choisi quelques-unes, parce que peut-être que trop est l'ennemi du bien. Il y a eu un phénomène d'interaction. Les mathématiques ont permis plus de logique, la logique a permis l'informatique en retour
a permis de nouvelles formes de mathématiques, Et regardez ça. Là, sur la gauche de la fresque, la côte de Bretagne. Pourquoi la côte de Bretagne? Eh bien, c'est un hommage à Mandelbrot, qui travaille chez IBM et qui a développé ce qu'on appelle la géométrie fractale. Et d'une certaine manière, il a réinventé la géométrie. Donc, je l'ai mis du côté de Platon, puisque Platon était géomètre. Et pourquoi la côte de Bretagne? Eh bien, parce que dans un de ses livres, il propose le dialogue suivant. Question, quelle est la longueur de la côte de Bretagne? Réponse, ça dépend qui vous êtes. Réponse un peu inattendue. Et puis il explique, ben oui, si vous êtes un être humain, ça fait autant de kilomètres. Si vous êtes un lapin, c'est beaucoup plus long. Si vous êtes une fourmi, et voilà la fourmi qui apparaît, vous la voyez là. Vous imaginez la fourmi, le boulot qu'elle a pour faire la côte de Bretagne? C'est beaucoup, beaucoup plus long. On va la faire aller dans l'autre sens, parce qu'elle doit retourner à sa place. La voilà. Et donc, pour une fourmi, calculer la côte de Bretagne, c'est un boulot épouvantable. Et donc, il a une nouvelle forme de géométrie qui a été extrêmement importante, qui a permis petit à petit à donner des outils mathématiques aux sciences qu'on appelle du chaos, etc., etc. Bon, j'ai voulu rendre hommage à Mandelbrot. Je crois qu'il avait sa place, même si je ne l'ai pas dessiné. Je ne l'ai pas dessiné, je n'ai pas demandé qu'on le dessine, parce que, 18, c'était déjà pas mal. Je crois que j'arrive au 18e. Alors, sauf si vous avez vu le petit dépliant que était sur votre chaise en arrivant, by the way, vous pouvez télécharger ceci sur notre site, donc en haute définition, parce que ça va quand même assez vite. Celui dont je n'ai pas encore parlé, Claude Shannon. Oups, j'ai parlé avec trop d'émotion là. Il a disparu. Est-ce qu'on peut me remettre Claude Shannon? Il a disparu. Et Claude Shannon, en fait, il fallait que j'en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est... D'accord. J'étais pas au courant. Je suis quand même content que Shannon revienne. Mettez-vous à ma place. Bon. Et donc, Shannon, pourquoi en parler aujourd'hui? Il y a plein de raisons. D'abord, il n'est pas assez connu. Il est né en 1916, il y a 100 ans. Et Boole est né en 1816. Ce n'est pas extraordinaire de faire à l'USI cette conférence en 2016. D'ailleurs, au MIT, il y a un cycle qui s'appelle Boole and Shannon quelque chose pour célébrer le double anniversaire. Alors Shannon, on n'en parle pas assez. Or, pourtant, je crois que Shannon est à l'informatique ce que Carnot est à la thermodynamique. Il a d'une certaine manière théorisé. Et, bien sûr, il a utilisé des machines. Et qu'est-ce qui apparaît ici? La troisième formule. J'en ai mis que 3. Alors, je l'ai un peu simplifié, bien sûr. Ce n'est pas info égale log de P. Mais il a eu un apport incroyable, Shannon. Peut-être avant toute chose, les 17 qui ont précédé, c'est en fait des penseurs, des conceptuels, des philosophes, des mathématiciens. Shannon, c'est un ingénieur, c'est un vrai. Il travaillait à New York au Bell Labs et il a eu, je dirais, un impact assez important. Et il est un peu d'un genre différent. Il a voulu théoriser l'information. Et il a proposé une équation que j'ai simplifiée un petit peu, mais pas tellement. Et il a fait le lien entre la quantité d'information et la probabilité. Parce que le 0 et le 1, définis 100 ans plus tôt par Boole, c'était présenté comme un chiffre binaire, donc soit 0, soit 1. Shannon, il a fait complètement différemment. Il a dit, mais non. D'abord, il a inventé le mot bit, binary digit. C'est lui qui a inventé ce mot. Et il présente le bit non pas comme une valeur qui vaut 0 ou 1, mais comme la plus petite quantité d'informations possible. Donc par exemple, si je prends une pièce de monnaie, je la lance en l'air, si je vous dis « face », je vous donne une information, il n'y a pas moyen de donner une information plus petite. Et donc il a fait le lien entre la probabilité et la quantité d'informations.
Il est à la base des théories du codage, etc. C'est évidemment un géant. Et toute sa théorie, elle se base sur les travaux de Pascal. Le logarithme, j'en ai pas parlé, c'est Neper. On aurait aussi pu le rajouter. Bon, c'était pas tellement nécessaire. Et donc, un vrai ingénieur, donc qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait ça. Il s'est dit, il y a un truc qui se passe. Parce que finalement, les penseurs, ils ont besoin d'un papier et d'un crayon. Mais quand on est ingénieur, on regarde la physique, on regarde l'électricité. Et donc, il a mis un barrage. Il a mis un barrage sur sur le fleuve. Et il a à nouveau dissocié. Toute l'idée de cette conférence m'est venue d'un livre qui s'appelle L'ingénieur et le logicien, l'histoire de Boole et de Shannon. Shannon, en fait, il a dissocié cette fois-ci la théorie de Boole, la théorie binaire, avec l'électricité. À l'époque, c'était des lampes, ce qu'on appelle des relais électroniques. Et donc, voilà, c'est une occasion dans des conférences comme ceci de rendre hommage à finalement un des grands de l'Homo informaticus, et peut-être, en plus, c'est son anniversaire, c'est formidable. Et donc, voilà. Alors, à partir de ce moment-ci, je perds un peu le contrôle de ma propre histoire. Il s'est passé tellement de trucs, j'en ai mis quelques-uns pour... On va voir ici, qu'est-ce qui apparaît si je ne m'abuse? Ah, voilà, l'open source. Ben oui, on devait l'avoir, bien sûr. On devait l'avoir, le voilà. Puis, le cloud, si ma mémoire est bonne, ben le voilà. On va peut-être pas aller de l'autre côté. Et puis, Big Data. Et voilà, je trouvais que ça commençait à suffire. Bon, c'est quand même énormément d'informations. Et je me disais, ben voilà, on va peut-être en rester là avec l'histoire. Attention, l'histoire telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. En gros, bon, voilà ce qui s'est passé. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse aussi, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite de l'histoire? Quelle est la suite de l'histoire de l'Homo informaticus? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que ce qui va se passer, d'abord, c'est un peu dans vos mains, c'est plus incertain que jamais, et je crois qu'il faut être pas mal prudent, Moi, il y a 35 ans, j'étais ingénieur télécom, et c'est à l'époque du Minitel. J'avais lu pratiquement tout sur tous les rapports publiés par France Télécom sur le futur, sur les réseaux, et puis il y avait des tas d'hypothèses. On a fait des réseaux analogiques ou bien digitaux, des réseaux haute vitesse, basse vitesse, interactifs, diffusés. Tout. Mais finalement, si vous allez dans les documents de l'époque, pas un seul n'a imaginé la chose la plus importante de toutes et qui a tout changé, c'est le sans-fil. Vous allez dans les livres publiés dans les années 80, le sans-fil, personne n'avait pensé à ça. Personne n'avait pensé à ça. Et a posteriori, on se dit, mais finalement, c'est ce qui a été le plus important. Et ce genre d'événement, à la fois très peu probable, auquel personne n'a pensé et qui change tout, aujourd'hui, ça a reçu un nom à cause du livre de Taleb, c'est ce qu'on appelle un signe noir. Et donc, la dernière chose que je voulais mettre sur cette fresque, peut-être comme rappel à la prudence quand on fait des grandes projections sur le futur, c'est un signe noir. Merci beaucoup.